Je suis très content, encore une fois, de me retrouver au sein de l'IAP. C'est un établissement que j'ai vu naître et grandir et qui me tient à cœur. Je suis toujours heureux d'assister aux manifestations organisées par cet établissement. Ça permet à la fois de connaître un peu l'histoire de cet établissement, mais surtout de nous retrouver, les anciens, et de discuter à la fois du passé de cet établissement et de sa situation actuelle et de son avenir. Alors ceci fera l'objet, je pense, du débat, mais pour le moment, je voudrais très rapidement vous exposer les différentes étapes depuis la création de l'IAP jusqu'à mon départ. Comme l'a rappelé Sinan Sage, j'ai été le premier directeur général et je suis resté près de 20 ans à la tête de cet établissement. Alors, en ce qui concerne donc cet historique, je vais vous lire très rapidement un article que j'avais fait justement à la fin de mon mandat au niveau de l'IAP, donc fin 84, début 85, et Sinan Sage nous parlera de la suite et de l'évolution, aussi bien sur le plan statutaire que sur le plan du fonctionnement de l'IAP après 84, à partir de 85. Alors tout d'abord, le secteur énergétique, et spécialement celui des hydrocarbures, constitue indiscutablement un domaine de l'économie nationale qui, depuis le recouvrement de notre indépendance, a connu un processus considérable de développement. Il est devenu de ce fait un facteur de libération économique déterminant et a contribué ainsi à la transformation et à la promotion des conditions socio-économiques de notre pays. Cependant, ce développement n'a été possible que grâce à la mise en place, à côté d'investissements matériels et financiers considérables, la mise en place d'un potentiel humain extraordinaire qui, pratiquement inexistant en 1962, a atteint aujourd'hui, et ça c'est la date de 85, l'effectif de 150 000 agents. Actuellement, c'est vraiment beaucoup plus. En effet, l'intégration de plus en plus large et de plus en plus profonde de l'industrie des hydrocarbures dans l'économie nationale n'avait de sens que dans la mesure où la nationalisation des hydrocarbures était accompagnée d'une prise en main par des cadres et techniciens nationaux formés pour l'essentiel sur le territoire national. Ceci a été en grande partie réalisé grâce à la réforme du système national de formation existant et à la mise en place de structures de formation spécifiques et l'accroissement des moyens de formation au sein des entreprises du secteur. Parmi les structures de formation spécifiques, l'Institut algérien du pétrole occupe une place prépondérante. Créé par le décret numéro 65-259 du 29 novembre 1965, et aujourd'hui nous sommes le 30 novembre, et justement l'idée était chez Sinan Sage d'organiser quelque chose à l'occasion de l'anniversaire de la parution du décret. Merci du démarrage de l'Institut, on va en parler tout à l'heure. Donc c'était hier le 29 novembre, hier ça faisait 48 ans qu'il y a eu le décret de création de l'IAP. Donc créé par le décret du 29 novembre 1965, l'Institut algérien du pétrole a vu sa mission étendue et précisée par le décret du 28 février 1973 qui lui fait prendre la dénomination d'Institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs. On a donc élargi le domaine de fonctionnement de l'Institut qui au début s'intéressait que aux hydrocarbures proprement dit, on l'a élargi aussi bien au gaz, à la chimie, à la pétrochimie, les plastiques, etc. Placé sous la tutelle du ministère de l'Énergie et des instituts chimiques et pétrochimiques, l'IAP a pour objectif la formation d'ingénieurs, de techniciens supérieurs dans le domaine des hydrocarbures, la promotion du personnel en activité dans le secteur par le recyclage et le perfectionnement, et le développement de la recherche scientifique et technique dans le secteur de l'industrie des hydrocarbures. Pour atteindre ces objectifs, l'IAP met en place successivement
à Dar el Beida en 1965 un cycle court de formation d'ingénieurs dans les différentes spécialités pétrolières. On appelait ça un cycle court parce qu'on recrutait les candidats qui voulaient suivre l'IAP au niveau déjà, ils ont une graduation, soit un diplôme d'ingénieur, soit une licence et sciences, et on leur donne une formation post-graduation qui durait 1 an ou 2 ans selon les spécialités. Donc ce cycle court a démarré en 1965 à Dar el Beida. Ensuite, en 1966, à Hassim Saoud, un cycle de formation de technicien supérieur, technicien en forage, puis ensuite en production et exploration. Ceci donc 65 Dar el Beida et 66 Hassim Saoud. En 67 à Essenia, un cycle de formation de technicien et technicien supérieur en raffinage pétrochimie, puis en mécanique, instrumentation, dessin pétrolier et sécurité industrielle. Là, j'ouvre une petite parenthèse. Quand on a donc lancé l'IAP, il y avait 2 options. Fallait-il que la formation d'ingénieur et de technicien se fasse au même endroit, dans le même site, ce qui était le cas de notre prédécesseur, l'ancien CAT, qui est devenu INH. Ils avaient la formation d'ingénieur technicien ici sur place à Boumerdès. Par contre, nous avons pensé que si pour la formation d'ingénieur, ça pouvait se faire dans n'importe quel site, sur n'importe quel site, par contre, la formation de technicien et de technicien supérieur, il y avait intérêt à la former dans les sites correspondant à la spécialité enseignée. On ne pouvait pas, je cite le cas simplement à boutade si je puis dire, on ne va pas s'y former quelqu'un au nord ici à Boumerdès avec le mauvais temps, la pluie, etc., pour ensuite l'envoyer au Sahara en plein soleil pour faire du forage, apprendre et travailler ensuite. Il y a eu beaucoup de cas de gens qui ont été formés au sein de l'INH, je le dis, ce n'est pas une critique, mais et qui ensuite n'ont pas pu, non pas sur le plan technique, mais sur le plan d'abord climatologique et psychologique, l'isolement de leur famille, etc. Donc on a pensé qu'il fallait que la formation technique se fasse dans les sites correspondant à la spécialité pour laquelle ils sont formés. Donc on a démarré à Hassim Saoud pour tout ce qui est amont, si je puis dire, forage, production, ensuite exploration, et au nord à Essenia, parce que c'était à l'époque, là je parle de 67, à l'époque c'était le seul endroit où il n'y avait pas encore un site du côté de l'Est, il n'y avait pas encore Skikda, etc. Donc on a lancé à Essenia la formation dans le domaine raffinage pétrochimien, en aval si je puis dire. Ensuite, compte tenu du fait que au moment où on a lancé le cycle court, le recrutement était très difficile, parce que, toujours se dire, en 65, le nombre d'ingénieurs qui étaient en Algérie ou le nombre de techniciens, de licenciés qui ont été formés était très faible. Et on a eu la première promotion, il y avait 6 candidats, malgré les annonces sur la presse d'Alger, etc. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de gens dans le technique qui arrivaient à ce niveau, et tous n'allaient pas venir faire l'IAP. Beaucoup continuaient à l'université, d'autres allaient travailler dans des entreprises nationales, etc. Donc on a pensé, pour répondre aux besoins du pays, du secteur qui devenait de plus en plus important, on a pensé à élargir la formation en prenant un autre niveau. Et à ce moment-là, on a lancé la formation qu'on appelait cycle long par rapport au cycle court. C'est un cycle qui devait durer 5 ans à partir du bac. C'était donc des candidats qui avaient un bac scientifique, évidemment, ou technique, et qui suivaient une formation. Alors on a lancé ce cycle long de formation d'ingénieurs dans l'ensemble des spécialités de l'industrie du pétrole, puis dans le gaz, matière plastique, chimie, pétrochimie, en 71 à Boumerdès. Ensuite, en 74, à Arzeu, on a lancé un cycle de formation technicien et technicien supérieur dans l'industrie du gaz. GNL, transport et distribution de gaz. Ensuite, en 75, à Annaba, on a lancé un cycle de formation technicien supérieur et technicien dans l'industrie des matières plastiques, production et transformation. Au départ, l'idée était de lancer cela à Sétif, où il y avait le fameux comité plastique qui était mis en place à l'époque pour développer l'industrie des matières plastiques. Et je le signale juste au passage qu'il est le premier responsable de ce comité plastique, Ben Niakos, était un ancien élève aussi de l'IAP du cycle court. Mais
là aussi, et ça arrivera dans 2 ou 3 fois de suite, au moment où on a tout préparé pour lancer cette formation, le ministère de l'Enseignement supérieur, qui avait des problèmes importants, et surtout compte tenu du nombre de bacheliers qui arrivaient et qui n'avaient pas les structures d'accueil pour prendre ces bacheliers, a pris cet établissement et en a formé l'université Farhas Abbas de Sidi. Ensuite, en 1980, à Skikda, un cycle de formation technicien et technique supérieure dans les spécialités raffinage, pétrochimie et la maintenance pour répondre aux besoins de la zone industrielle. Donc, vous voyez, on a lancé donc, la formation d'ingénieur d'abord à Darbeda et ensuite élargie au cycle long à Boumerdes et la formation technicienne et technicien supérieur dans les différents sites industriels correspondant à cette spécialité, donc à Senia puis à Arzeu, et Annaba et Skikda d'un côté, et Hassan Saoud de l'autre pour forage production, et je dirais même qu'à la veille, que vers la fin des années 80-84, on avait un projet aussi à Hasserman, mais malheureusement, qui n'a pas abouti. Alors, ces différentes structures qui formaient donc l'IAP, on va donner un peu leurs caractéristiques. Ces importantes structures d'une capacité pédagogique de 1000 places pour les ingénieurs et de 1500 places pour les techniciens supérieurs et techniciens ont été dotées d'équipements pédagogiques et techniques perfectionnés et fonctionnant au départ avec un personnel enseignant qualifié grâce à des accords de coopération avec des établissements spécialisés de réputation mondiale. Par ailleurs, la caractéristique essentielle de la formation dispensée à l'IAP réside dans une liaison étroite avec les entreprises du secteur, aussi bien au niveau de la définition des besoins, des profils et programmes de formation. C'est avec les entreprises du secteur et chacun dans sa spécialité qu'on définissait à la fois le profil et le programme de formation, les besoins sur le plan quantitatif, etc. Donc les profils et programmes de formation, et surtout, durant la scolarité où les cadres des entreprises nationales participent activement à l'enseignement. On faisait appel au cadre même de ceux qui n'étaient pas détachés ou qui n'étaient pas en permanence à l'IAP, donner des cours, donner des cours dans leur spécialité, donc à l'enseignement, encadrer les stages, là aussi une caractéristique, il y avait des stages nombreux pour toutes les spécialités et dans les différents sites, et même à l'occasion de la sanction finale de la formation qui était prononcée par des jurys mixtes, institut, entreprise. Donc on associait l'entreprise pour laquelle on formait des gens dans les différentes phases, la définition des besoins et des programmes, ensuite l'enseignement proprement dit, y compris l'enseignement par stage, l'enseignement théorique, etc. Et même à la délivrance des diplômes, à la sanction finale du jury. Cette liaison permanente formateur-utilisateur ainsi que l'application des techniques pédagogiques les plus modernes, d'abord ces techniques formation en petits groupes, ne dépassaient pas 15, ce n'étaient pas des amphis de 100 étudiants là, comme à l'université ou là. Alors, des méthodes audiovisuelles, un contrôle continu, et également l'utilisation d'équipements de type semi-industriel comme support à l'enseignement. La sonde d'école, une mini-raffinerie à Skikda, il y avait une mini-raffinerie qui fonctionnait comme les raffineries normales, une école à feu qui était la première et je pense qu'elle a été la seule et la plus importante dans toute l'Algérie, une école à feu, toujours enseignable. Et donc tout ceci, ces méthodes pédagogiques et l'équipement semi-industriel ont permis de former des agents directement opérationnels et déjà adaptés à leur poste de travail. Il n'y a pas une formation dans un établissement, un institut, et ensuite ils se retrouvent dans l'industrie, soit dans une raffinerie ou dans une sonde, etc. Et ils n'ont pas l'habitude. Là, ils arrivent avec une habitude déjà acquise pendant leur formation. De plus, pour assurer une véritable maîtrise de cette industrie de pointe, l'IAP a développé dans l'ensemble de ses structures des activités de formation permanente et de recyclage destinées aux cadres et techniciens en place dans les unités industrielles à travers le territoire. Il ne fallait pas simplement envoyer les gens, on les formait, on les suivait, on leur assurait des stages, des recyclages, etc. Ces actions leur permettaient de suivre l'évolution technologique
et d'actualiser leurs connaissances. Enfin, la recherche scientifique et technique, qui a pour objectif d'assurer d'une manière efficace et durable un véritable transfert de technologie, a été considérée par l'IAP comme une activité stratégique méritant une attention particulière et a ainsi bénéficié de moyens humains, matériels et financiers capables de lui assurer l'efficacité qui doit être la sienne. Alors, ceci est les caractéristiques. Je voudrais rapidement rappeler simplement le bilan d'étapes établi entre 65 et 84, donc une vingtaine d'années. Aussi, depuis sa création en 65 et jusqu'à 84, l'IAP, fidèle à ses missions statutaires, a formé plus de 10 000 cadres techniques, dont 2500 ingénieurs, près de 6 000 techniciens supérieurs et 200 techniciens, et a recyclé un grand nombre de cadres des entreprises nationales, de cadres techniques des entreprises. Ce rôle de l'Institut est illustré par la présence de ces cadres qui ont été formés ou recyclés, non seulement à des postes techniques, mais aussi à des postes de responsabilité des unités industrielles, des entreprises nationales issues de la restructuration de la Sonatrach et de nombreux départements ministériels. Dans la discussion, on pourra peut-être citer les cas, etc. D'autre part, et c'est un point important aussi, par son ouverture vers des pays en développement qui ont formé un grand nombre de leurs cadres, plus de 250 ingénieurs et 200 techniciens, supérieurs et techniciens, l'IAP a concrétisé dans son domaine la politique nationale de coopération Sud-Sud. Il a également acquis, par ses relations de coopération avec les pays développés, spécialisés dans l'industrie des hydrocarbures, une réputation incontestable sur le plan international. L'exposé de ces données montre bien que la formation des hommes a donné des résultats incontestables. Mais, au-delà d'une simple satisfaction des besoins exprimés pour la réalisation des plans de développement, la mise en place de ces structures de formation représente un facteur essentiel dans la politique énergétique de notre pays. En effet, grâce à cette politique de formation, l'Algérie a pu prendre en main son industrie pétrolière dès 1971 en nationalisant ce secteur des hydrocarbures qui était pratiquement entièrement entre les mains des sociétés étrangères. Le départ des techniciens étrangers qui a suivi la nationalisation a été immédiatement compensé par les cadres algériens formés et n'a nullement perturbé cette activité vitale de notre pays. Parce qu'évidemment, après la nationalisation, les entreprises qui ont été nationalisées ont retiré leurs éléments, cadres, ingénieurs, techniciens, et pensaient ainsi paralyser l'industrie des hydrocarbures en Algérie. Ça n'a pas été le cas, et grâce à ce qui a été fait au niveau des structures de formation, IAP et INH. De plus, cette politique de formation a permis, grâce à la présence de techniciens nationaux au lieu de commande, tant au niveau de la conception que de la réalisation, de définir et d'exécuter une politique de développement du secteur des hydrocarbures conforme aux aspirations et aux intérêts véritables de notre pays. La formation est donc le véritable garant d'une indépendance économique réelle. Voilà, grosso modo, donc l'itinéraire avec la création des différents établissements. Alors je voudrais, avant de passer la parole à Sénateur pour nous parler ensuite de l'évolution statutaire et de fonctionnement, donner quelques aspects peut-être anecdotiques du lancement, de la création. Alors tout d'abord en ce qui concerne donc, la création. La création, vous savez que lors des accords d'Évian, il y a eu le problème des hydrocarbures qui a été examiné par les deux parties, l'Algérie et la France. Il y a eu quelques dispositions qui ont été arrêtées, mais après le référendum donc de juillet 62 et le recouvrement de notre indépendance, je n'aime pas dire le recouvrement de notre indépendance, nous étions indépendants en 1830 et ensuite, et surtout à partir de décembre 63, la naissance la naissance de la Sonatrach, la partie algérienne a entamé des négociations pour revoir tout ce qui était prévu dans les accords d'Évian sur le problème des hydrocarbures. Ces accords ont duré assez longtemps et ont été menés surtout à l'époque par Leïnapsen, qui n'était pas encore ministre, mais ces accords ont abouti à
une signature qui a eu lieu le 29 juillet 1965. Ces accords, le dossier était énorme, portait sur tous les points à l'heure, mais il y avait une annexe spéciale datée du 28 juillet, signée par Relaxen d'un côté et Gors, qui était l'ambassadeur de France à Alger à l'époque, sur la création d'un institut. Voilà, je peux vous dire peut-être rapidement cela. Un accord relatif à la contribution du gouvernement français à la constitution et au fonctionnement de l'Institut algérien du pétrole. Alors, le gouvernement de la République algérienne démocratique populaire, le gouvernement de la République française, conscient du rôle important que l'industrie du pétrole et du gaz est appelée à jouer dans le développement économique de l'Algérie, ont décidé de renforcer leur coopération dans ce domaine par un effort particulier de travail en commun pour la formation des cadres supérieurs. Considérons que la création d'un institut algérien du pétrole avec le concours du gouvernement français compléterait heureusement les moyens de formation et gains, sont convenus des dispositions suivantes. Alors là, il est clair que ce n'est pas un accord pour créer la décision de création venait du gouvernement algérien, mais le gouvernement français était prêt à contribuer pour lancer cet institut. Alors, le gouvernement français apporte son concours à la mise en place et au fonctionnement de l'Institut algérien du pétrole, dont le gouvernement algérien a décidé la création. Article 2, d'un commun accord et dans les limites définies par l'article 4, etc., l'IFP, alors là, ils ont désigné un opérateur, l'IFP apporte son concours pour l'accomplissement des tâches qui seront celles de l'Institut algérien du pétrole, la formation professionnelle des ouvriers qualifiés, la maîtrise, la formation supérieure des ingénieurs, la recherche scientifique et technique, etc. Bon, donc c'est cet accord-là qui a vu la naissance, je le cite parce qu'il est daté du 28 juillet. Le 28 juillet, Relaxen, qui avait donc suivi toutes ces négociations, venait d'être nommé ministre de l'Industrie et de l'Énergie après la formation du premier gouvernement de Boumedienne, après le 19 juin 1965. Donc, 19 juin, après le 19 juin, il y a eu la formation du gouvernement, et dans ce gouvernement, Alassane est devenu ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Il a commencé à mettre